pensez de Jacques Chirac? Je le trouve très dynamique, très décidé et pour ma part, je le trouve un personnage très utile, me semble-t-il. Le trouvez-vous sérieux? Bien sûr, Autoritaire? il le faut. Efficace? Je ne suis pas assez la politique pour le dire, mais je le pense. Chaleureux? Oui, à sa façon. Intelligent? Très. Vous donne-t-il confiance? Bien sûr. C'est un drôle d'oiseau celui-là, figurez-vous. Est-ce que vous le croyez sérieux? Ah non, pas sérieux du tout. Parce qu'il promet toujours, il donne rien. Alors, c'est pas sérieux. Autoritaire? Ah oui, autoritaire, oui. Efficace? Ah non, pas du tout. Chaleureux? Ah rien, absolument rien. J'ai même pas confiance en lui, rien du tout. Intelligent? Ah, peut-être intelligent, oui, ça oui, sûrement. Efficace? Oui, je crois. Sûrement, oui. Efficace? Oui. Ouais. Intelligent? Oh, très, très intelligent. Je crois qu'il sort de l'ENA. Intelligent, oui. Sur certains trucs, oui. Oui, oui, assez vite. Moi, j'ai confiance en lui. On se rend compte qu'un certain nombre de gens sont influencés par leurs idées politiques. Selon ce qu'ils pensent eux-mêmes, vous êtes ou tout bien ou tout mal. Mais en général, on vous reconnaît 3 qualités. Vous êtes efficace, intelligent, vous donnez confiance. Voici d'autres témoignages plus précis. Ce n'est pas un idéologue, mais c'est un défenseur musclé du capitalisme libéral. C'est le rocard de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de déperdition d'énergie chez lui. On n'imagine pas, par exemple, Chirac, l'homme privé arrêtant, suspendant son action pendant un an pour écrire un roman. On n'imagine pas non plus le Premier ministre se lançant tout à coup dans une action inconsidérée, apparemment étrangère à la politique qu'il s'est fixée. Alors, je crois que cette faculté de se récupérer constamment, de ne pas paraître dispersé, est sûrement un élément du mécanisme de confiance qu'il peut inspirer. Et il a su garder un caractère très jeune, ce qui a pu surprendre peut-être au niveau gouvernemental où il est. C'est-à-dire je souhaiterais personnellement que de nombreux sportifs français aient sa façon de voir les choses, son esprit presque compétitif, si vous voulez. C'est vraiment un battant extraordinaire. Et il a toutes les qualités psychiques requises pour faire un très grand champion. Ambitieux, bien sûr, arriviste, c'est l'évidence. Je dirais que tout le monde le reconnaît, ou à peu près. Jacques Chirac développe à ce propos un talent extraordinaire. Il suffit de voir la manière. C'est vrai qu'il y était un peu contraint à l'époque, car si Chaban gagnait, lui qui avait précipité sa chute, perdait pour le coup sa place et son avenir politique, mais la manière dont il a retiré le tapis sous les pieds du pauvre Chaban, dont il a ensuite maté l'UDR en colère, et enfin dont il a fait boire Lally au baron, cela était une belle démonstration de ses qualités mises au service de son ambition. C'est un humaniste très concret et réalisateur. Quand il s'attache à un dossier, et Dieu sait s'il en a brassé des dossiers, il ne le lâche que quand nous avons abouti à une solution, même si celle-ci est partielle. De toute façon, chaque fois qu'il y a débat, il faut que ça débouche sur du concret. Je crois qu'il cherche à être gentil, ce qui est sans doute une image très différente de l'image qu'on a de lui à l'extérieur. Qui êtes-vous réellement? Nous allons maintenant tenter de vous connaître mieux. Vous êtes né à Paris le 29 novembre 1932, mais votre véritable maison familiale est située à Sainte-Féréole, entre Limoges et Brive. C'est en Corrèze que sont vos racines. Vos 2 grands-pères furent instituteurs dans la région. Votre père, lui, changea de vitesse et réussit une véritable mutation sociale. Commençant comme modeste employé de banque, il devint directeur d'une des sociétés du groupe Pothèse. Pour recueillir des échos de votre enfance, c'est donc à Sainte-Féréole que nous sommes allés. Vous avez connu Jacques Chirac presque avant qu'il soit né. À peu près. À peu près, parce que... Oui, ça fait 9-10 mois qu'il avait. Vous étiez une petite fille et vous aviez sur vos genoux le bébé de la voisine, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Comment était-il, petit garçon? Il était un très beau, très bel enfant.
Et il était un petit garçon sage. Souriant, pas très sage, non. Plutôt dissipé, turbulent, mais très affectueux. Et il conduisait les bêtes et il était tout heureux. Et surtout de passer devant les vaches attelées, alors là, de conduire la charrette. C'est ça qu'il aimait beaucoup. Il prenait toujours le bâton à mon père. Pour moi, la mère, c'était une amie intime. Et lui, c'était comme mon gosse, quoi. C'est quand même extraordinaire de voir son petit-fils qui est Premier ministre. Et sa maman le verrait. Quelle joie, monsieur. Pas voulu. Hein. Et il avait un bon père aussi. Un brave homme. Mais nous sommes en 1940. La société Pothèse où travaille votre père replie ses bureaux au Réole, non loin de Toulon. C'est là que vous passerez les années de guerre. En quelle année était-il au Réole? De 40 à 45. C'est-à-dire, il avait quel âge? De 12 ans. Environ de 7 ans à 12 ans. 7 ans à 12 ans. Ben, on se retrouvait sur la place, on s'amusait dans les tennis qui étaient à ce moment-là un terrain vague. Et tous vos jeux se situaient là, à peu près entre ce promontoire, la plage et la place. Ah oui, on ne bougeait pas du Réole. C'était au fond une espèce de petit paradis pour les enfants. Bien sûr, ouais. Je ne sais pas si sa mère l'appelait Jacques ou Jackie. Je ne pourrais pas vous certifier, mais enfin, nous, tout le monde l'appelait Jackie. En fait, il a passé son certificat d'études ici. Oui, au Réole. On était sages, dans l'ensemble, on était assez sages. On coupait un peu des fils de téléphone des Albans. Hein. Ah, quand même. Ah oui, ça, souvent. Ou à la main, ou avec un ciseau, des ciseaux. On coupait les fils. Ça, c'était souvent. Et Jacques Chirac faisait ça, il coupait les fils des Allemands. Souvent, avec moi, oui, souvent. À cette époque-là, il s'est passé un événement assez grave. Ça a été le sabordage de la flotte. Le sabordage de la flotte de Toulon. D'ailleurs, on a envoyé les fumées d'ici. Hein. Il y avait une nappe de fumée qui a duré, je sais pas, moi, peut-être 3 jours, 4 jours, 5 jours, je sais pas, qui enveloppait tout le ciel. On aurait dit carrément qu'il y avait un nuage au-dessus de Toulon. La guerre terminée, votre famille retourne à Paris. C'est le lycée Hoche à Saint-Cloud, le lycée Carnot, Louis le Grand. Vous êtes très bon en maths, vous préparez Polytechnique, mais ça tourne court. Vous virez vers l'Institut des sciences politiques, puis ce sera l'École nationale d'administration. Vous avalez les examens, vous accumulez les mentions. Quel genre d'étudiant étiez-vous? Un de vos professeurs, 2 de vos anciens camarades de Sciences Po nous répondent. Était-il un étudiant remarquable, différent, en avance sur les autres ou sur son temps? C'était un étudiant remarquable. Ce n'était probablement pas un étudiant différent. Il était plutôt le premier entre les autres. Il était parfaitement de ceux qui réussissaient, non pas seulement très au-dessus de la moyenne, parce que ça va sans dire, mais très exceptionnellement au-dessus de la moyenne. C'était un très brillant élève de Sciences Po. Donc facile dans ses études? Tout à fait facile dans ses études, timide. Il était timide, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Était-il politisé? Je veux dire, s'occupait-il de politique? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je n'ai pas gardé le souvenir d'une activité de quelque sorte que ce soit. Il faut ajouter, vous savez que rue Saint-Guillaume, tout au moins à cette époque, la politisation se traduisait dans les nuances beaucoup plus que dans les clameurs. Alors ça, je peux vous garantir qu'il ne poussait pas de clameurs. Certains étudiants faisaient de la politique, mais lui n'était pas politisé. Est-ce qu'on sentait déjà qu'il aurait un destin politique? Non. Il n'avait pas de conscience messianique? Non, il n'avait pas de conscience messianique, mais à mon point de vue, il était condamné à faire de la politique. D'abord parce que ses études jusque-là lui avaient donné les moyens, disons, de comprendre un certain nombre de problèmes politiques. Et que deuxièmement, en raison d'une vitalité tout à fait extraordinaire, il pouvait penser nécessaire de transcrire un peu cette formation technocratique, disons, dans un milieu plus politique. Et puis il y a l'aventure américaine. C'était en 1953. Avec un camarade des sciences politiques, vous allez passer 3 mois aux États-Unis, dont 6 semaines à l'université de Harvard. Vous partez avec 300 francs, ce qui n'est pas grand-chose et ne l'était pas plus à l'époque. Comment avez-vous fait pour vivre? Et nous avons vécu, disons, par un certain nombre d'expédients, ou tout au moins de moyens qui nous ont permis d'obtenir les dollars nécessaires. Jacques Chirac et moi, nous étions engagés dans un restaurant dans lequel nous étions plongeurs, et ensuite, lui a été surtout serveur. Et ensuite, vous avez fait d'autres métiers? Moyennant rétribution, nous avons été chauffeurs d'une vieille dame américaine. Ah bon, chauffeur pendant une américain. semaine à peu près, oui.
Mais il est temps de faire votre service militaire. Sorti sous-lieutenant de Saumur, major de votre promotion, vous aurez toutefois du mal à aller vous battre en Algérie. On vous affectera successivement au ministère de l'Air, à la Marine et même à la garnison de Berlin comme interprète de russe. Le sort s'acharne pour vous éloigner d'un combat auquel vous jugez indigne de ne pas participer. Vous sollicitez, vous remuez ciel et terre. Enfin, vous serez affecté au 6e régiment de chasseurs d'Afrique, à Souk El Herba, non loin de la frontière marocaine. Vous aviez beaucoup de combats, beaucoup d'embuscades? Oui, c'était en fait une action qui était amenée d'une façon absolument permanente, de jour comme de nuit. C'était on peut dire que l'unité était sous tension perpétuelle. Est-ce qu'il a été décoré? Il a été décoré. Il a été décoré, il a une citation à l'ordre de la division, si je n'ai pas de mémoire. À votre avis, a-t-il hésité à rester dans l'armée? Je crois que oui. Je crois que oui. Il était, à cette époque-là, il était tout jeune, il avait à l'époque 23 ans, 24 ans. Il avait tout à fait le gabarit qu'il fallait pour être dans l'armée. C'était un garçon extrêmement dynamique, extrêmement fonceur, et qui avait vraiment un goût de l'action poussé au plus haut point. Libéré de l'armée, vous entrez au cabinet de Georges Pompidou, alors Premier ministre. La rencontre est d'importance. C'est une sorte de coup de foudre réciproque qui va bouleverser votre vie. Très impressionné par votre ardeur, il vous surnommera le bulldozer et vous confiera bien des tâches. Secrétaire d'État chargé de l'emploi, vous mènerez en mai 1968 avec les syndicats des négociations secrètes qui prépareront les accords de Grenelle. Puis vous serez secrétaire d'État aux Finances et 3 fois ministre. Ministre chargé des relations avec le Parlement, ministre de l'Agriculture et ministre de l'Intérieur. À 42 ans, c'est une grande expérience de gouvernement. C'est aussi un palmarès rare. Vous n'entrez dans la politique qu'en 1966. Vous avez 34 ans. C'est l'époque des jeunes loups de l'UDR. Il s'agit d'arracher à l'opposition les circonscriptions du centre de la France. Corrézien, vous choisissez Ussel, en Haute-Corrèze. C'est un pays changeant, ensoleillé et frais en été, rigoureux en hiver. On y pratique l'élevage. Il y pleut plus de 200 jours par an. Vous avez dans votre circonscription une région au nom pittoresque, le plateau de 1000 vaches. Vous serez élu de justesse en 1967 au 2e tour et facilement au 1er tour en 1968 et en 1973. Comment avez-vous fait? Qui êtes-vous en Corrèze? Plusieurs de vos électeurs nous en parlent. Monsieur Spinas, ancien ministre SFIO, vous a immédiatement aidé. Nous lui avons demandé pourquoi. Je l'ai fait entrer, il s'était assis dans ce fauteuil. J'observais un moment ses traits fins et ce visage tranchant comme une lame, et sous un front très haut, un regard présent, occupé de tout ce qui était autour de lui, très vif et parfois dur même. Je le laissais parler. Alors il m'exposa ce qu'il était, ce qu'il voulait, ce qu'il ferait, avec tant de netteté dans les idées, de justesse dans l'appréciation des faits, et une assurance si tranquille dans l'expression de la volonté, que j'ai été vraiment frappé ce jour-là par à la fois la fermeté du caractère et la qualité exceptionnelle de l'esprit. Mais la première fois, nous étions 5, n'est-ce pas, puisqu'il avait convoqué les 5 gaullistes de la circonscription d'Ussel. Il y avait que 5 gaullistes dans la circonscription d'Ussel. 5 gaullistes inscrits. Il nous a convoqués dans une petite pièce et évidemment, nous avons vu arriver un fonctionnaire qui s'est présenté à nous comme futur candidat dans la circonscription, plutôt modestement, presque timide. Et à ce moment-là, nous étions quand même à 5 mois de l'élection et je pense que nous n'avons pas été tellement impressionnés par cette candidature. Le train d'Ussel. Chaque week-end, durant des mois et des mois, vous débarquez à 4 heures du matin. Tout le samedi, tout le dimanche, vous visitez et revisitez chaque village, chaque hameau, chaque ferme. C'est la solitude du challenger. Mais à part cette ténacité, quelles sont les raisons de votre succès? C'est d'abord la simplicité. Et puis, il a la faculté de se mettre au niveau de la personne avec qui il parle. On n'a pas l'impression de parler à quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui vous regarde de haut. On parle vraiment d'égal à égal. Et il vous écoute, il entend vos problèmes. C'est un ami qu'on retrouve quand il vient là. Il nous considère d'ailleurs comme tel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa force dans la région, c'est que chacun le considère comme son ami. Et quand il parle, il est très chaleureux au contraire avec nous.
Il serre la main à tout le monde, il demande des nouvelles de tout le monde, de la famille, etc. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'un visage qu'il a vu une fois, eh bien 6 mois après, il remet un nom sur ce visage. Il a une grande mémoire. Oui, certainement, une faculté formidable dans ce domaine-là. La grande valeur de Chirac en Corrèze, c'est de nous avoir donné le moyen de nous exprimer et justement qu'il a cherché à savoir ce que nous pensions et ce que nous étions. Il est très franc, mais il accepte très bien qu'on lui dise autre chose que ce qu'il a dit d'abord. À votre avis, est-ce qu'il aurait réussi aussi bien dans d'autres circonscriptions de France? Mais je crois qu'il aurait mieux réussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a conquis une circonscription qui était entièrement à gauche. Moi, politiquement, je suis, depuis 1929, je suis adhérent au Parti Socialiste, et je suis peut-être encore le seul qui paie sa carte du Parti Socialiste dans le canton de Bugeat. Mais pourquoi alors serait-il votre ami si vous n'êtes pas d'accord avec lui politiquement? Politiquement, non, mais je trouve que personnellement, c'est un homme, c'est un travailleur, c'est un homme actif qui a su, dans sa circonscription, il a su s'entourer de jeunes qui lui ont fait sa force. Et j'estime que tout homme qui est travailleur, pour moi, c'est quelqu'un qui est valable. Et vous le savez, il se fait tutoyer par beaucoup de jeunes de son âge. Vous voyez, ça rend les gens à l'aise. Est-ce que vous avez l'impression que ce serait un homme de coup dur? Ah oui, sans aucun doute. Sa réussite tient à l'action qu'il a exercée sur les maires, sur les conseillers municipaux, sur les conseillers généraux. Vous savez, l'action d'un homme est décuplée par le guide qui l'anime. Mais dans l'opposition, que pense-t-on de votre action? Nous avons interrogé Jean-Pierre Cotte, député socialiste de Savoie. Selon vous, son action politique est-elle démocratique? Démocratique, ce n'est pas exactement le terme que j'utiliserai. Jacques Chirac cherche sans doute le contact populaire, en particulier dans sa circonscription. Je dirais au fond qu'il a retenu du radicalisme le clientélisme. Et il essaie volontiers de rendre service à tous ses électeurs. C'est le métier politique. Mais c'est plutôt de la démagogie. Pour ce qui est de la véritable démocratie, je suis moins convaincu. Lorsque je venais d'être élu en 1973, j'ai gardé un souvenir assez vif du débat du budget de l'agriculture. Jacques Chirac était alors jeune ministre de l'Agriculture et il avait répondu aux orateurs, mais uniquement à ceux de la majorité, négligeant ceux de l'opposition et donc le débat démocratique. Brutal, sûrement. L'homme est brutal, il est autoritaire, et j'irai plus loin, il ne contrôle pas ses nerfs. Je l'ai vu lorsqu'il est venu au conseil régional de Lyon et qu'il avait fait, si je peux utiliser l'expression, patte de velours. Il avait alors cherché à se montrer sous l'aspect le plus rassurant. Et lorsque mon ami Jacques-Antoine Gault, député de l'Isère, avait pris la parole et avait eu le malheur à ce moment-là de le contrer. Nous l'avons vu apparaître avec ce regard froid, avec cette violence, et j'avoue que j'ai eu peur. Dans l'appartement de l'hôtel Matignon que l'État met à la disposition des premiers ministres, votre femme et vos 2 filles nous en disent plus sur vous. Est-il facile à vivre? Pas tellement. Pourquoi? Parce qu'il est très exigeant ou Il est travail? très exigeant. Il est très exigeant, mais il est quand même très très gentil. Il faut s'habituer au personnage et surtout à la fonction. Mais il y a 9 ans qu'il est au gouvernement, alors sa femme et ses enfants ont eu l'habitude quand même et le temps de s'habituer. Vous trouvez un peu quelque part que la fonction est très dévorante? La fonction est très dévorante et l'emploi du temps est excessivement chargé, du matin jusqu'au soir et le soir tard. Aime-t-il faire plaisir? Oui, il aime faire plaisir et il aime que les gens soient heureux autour de lui. Il en a besoin, je dirais même. Il a besoin de sentir que les gens sont heureux et que les gens sont de bonne humeur. Il est sensible aux atmosphères. C'est pas du tout quelqu'un de froid. C'est un être chaleureux et sensible. Il fait des cadeaux? Il se manifeste par des tas de petites choses, des petits détails. Il n'a pas beaucoup de temps à accorder à sa famille, mais tout de même, il y a
des petites choses, une petite fleur de temps en temps, ou Je vous la donne. des petites choses gentilles, oui. Aime-t-il le luxe? Pas du tout. C'est quelqu'un de très très simple, mon mari, qui aime avant tout la vérité, les choses vraies et naturelles. Est-ce qu'il aime bien manger? Quel Il est son aime plat les choses campagnardes, la tête de veau par exemple. Il aime énormément la tête de veau. C'est légendaire en Corrèze. Il s'intéresse à la cuisine et en plus, il saurait la faire. Il n'a pas le temps. Il ferait des plats en sauce, parce qu'il adore les plats en sauce. Des civets, par exemple. Ah, il il aime vous en beaucoup parle. se mettre à table. Est-ce que vous auriez aimé qu'il fît un autre travail? Non, parce que mon mari est fait pour faire de la politique. C'est incontestablement chez lui une vocation. Et par conséquent, je suis très très heureuse qu'il réussisse et que... Mais vous-même, d'ailleurs, vous faites un peu de politique. Oui, moi j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé la politique. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la vie politique française. Et je suis moi-même, très modestement, mais enfin je suis tout de même une élue municipale de France, puisque je suis conseillère municipale dans une des communes de la circonscription électorale de mon mari et dans le canton dont il est conseiller général, la commune de Saran. Est-il sévère ou indulgent? Plutôt sévère. Surtout sur la question de l'école. Il est plutôt sévère. Je pense que papa est assez sévère dans l'ensemble. Ceci dit, j'ai eu quand même sûrement quelques problèmes à lui soumettre et on est arrivé sûrement à des compromis constructifs. Donc à partir du moment où il y a un compromis, ça suppose, je pense, une certaine indulgence. Donc il y a un mélange des deux. Vous négociez avec lui, quoi. J'arrive à négocier, oui. Enfin, il faut quand même y mettre du sien. Est-ce que vous auriez aimé que votre père fasse un autre métier, si je puis dire, ou une autre vocation? Je crois qu'il va être peut-être très désappointé s'il apprend ça. C'est rien, ça. C'est personnel, j'aime beaucoup la musique classique. J'aurais aimé avoir un père compositeur. J'aurais bien aimé faire médecine, mais en fait, j'ai complètement changé d'avis et je porte mon idée sur papa. J'aurais bien aimé qu'il fasse médecine. Est-ce que vous avez l'impression qu'il voudrait que vous fassiez de la politique? Ça, c'est difficile à dire. Peut-être, c'est possible. Vous le sentez comme ça? Je le sens un peu, oui. Je ne sais pas s'il en est vraiment conscient, mais je pense qu'inconsciemment, il aimerait peut-être avoir une fille qui fait de la politique quand même dans sa lignée. Quelle est votre façon de travailler? Un ministre, Madame Veil, et Monsieur Monod, votre directeur de cabinet, nous répondent. Madame, est-ce facile de travailler avec Jacques Chirac? Oui. C'est facile et pour, je dirais, des raisons qui ne sont pas du tout celles qu'on peut penser. C'est facile parce que, en définitive, il laisse une très grande liberté. On ne l'influence pas, mais il écoute et il tient compte. Est-il rapide dans ses décisions? Excessivement rapide. Est-il facilement troublé par des événements imprévus? Rarement. Très rarement. Il a une capacité de réaction, une capacité d'absorption, si je puis dire, de l'imprévu, qui est tout à fait étonnante à mes yeux. Passe-t-il de l'exaltation à l'abattement? Apparemment, non. Apparemment, il donne l'impression de quelqu'un, je ne dirais pas d'humeur très égale, mais qui est toujours à un niveau de tension élevé. Et je ne l'imagine pas abattu. Il a d'abord l'habitude de travailler tout le temps. Il a l'habitude quelquefois de se décrier un peu lui-même. Quand on parle de problèmes qui ne sont pas de problèmes politiques, comme la musique, la culture, il a, à mon sentiment, la fâcheuse habitude de dire que ça ne l'intéresse pas et qu'il n'y connaît rien. Je crois que ça n'est pas vrai, mais c'est une mauvaise habitude. Est-ce un homme d'imagination? Certains en doutent. Certains pensent que c'est un homme de certitude tranquille et tenace. Moi, je crois que dans l'art politique et dans la vie politique, il faut une certaine forme d'imagination, et cette forme, il l'a sûrement. Mais il ne l'a pas au sens de l'anticonformisme, au sens du dévergondage intellectuel, si je puis dire. Il s'en garde. Est-ce que vous le trouvez séduisant comme homme? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Hein. Vous savez, les conseils ministériels, le gouvernement ne donne pas beaucoup l'occasion de se poser ce genre de questions. Est-il méthodique? Non, pas du tout. Il a une absence de méthode dans les choses de la vie courante. Il dit souvent qu'il ne sait pas diriger son cabinet.
Il dit souvent que dans la vie administrative, dans la vie gouvernementale au sens quotidien, une fois que les choses ont été comprises et tranchées, dès qu'on les a comprises, c'est à d'autres à les appliquer. Si vous aviez un conseil à lui donner, lequel donneriez-vous? Peut-être de se ménager davantage. Je donne l'impression de vivre intensément, d'user intensément sa vie, peut-être un peu trop. Et par exemple aussi de ne plus fumer? Oui, sûrement, ça, il fume beaucoup trop. Mais que pensent de vous les jeunes gaullistes? Pour nous, jeunes gaullistes, Chirac représente plusieurs choses. C'est d'abord ce que j'appellerais un rassembleur. C'est lui qui a permis, dans des moments difficiles, de pouvoir garder au mouvement gaulliste toute sa plénitude et aux idées gaullistes d'être représenté. C'est aussi un homme d'avenir. D'avenir parce qu'il est jeune, qu'il a déjà énormément d'antécédents et que jusqu'à présent, il n'a pas pu montrer toute sa plénitude et toutes ses idées. Selon vous, quelles sont ses qualités? Ses qualités, un dynamisme certain, une volonté, tout ce qu'il entreprend arrive au bout. Un certain déterminisme, ce que j'appellerais un déterminisme, c'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend fait partie d'une ligne générale, d'une ligne directrice. Selon certains, vous êtes l'image même du technocrate. On est beaucoup trop politique pour être le technocrate type. Je crois que la politique, au sens très, très général du terme, au sens de l'avenir de la France, et en même temps du jeu politique pour penser cet avenir de la France, sont beaucoup trop importants chez lui pour qu'on puisse le définir comme un technocrate. Sûrement, c'est un excellent élève de l'École nationale d'administration, qui forme de très bons hauts fonctionnaires, et Jacques Chirac en a tous les avantages, et je dirais en même temps tous les défauts. Les avantages, c'est un homme qui sait dépouiller rapidement un dossier, qui a une grande force de travail et qui est capable de saisir l'essentiel dans une affaire, même s'il la connaît mal. C'est le propre du technocrate. Mais le défaut aussi, qui est de jouer de cette fausse compétence, car en fin de compte, l'École nationale d'administration ne donne aucune compétence particulière, elle ne donne que celle du discours, pour faire illusion en quelque sorte, et pour se saisir des leviers du pouvoir. Car nous touchons ici au problème du monopole exercé par l'École nationale d'administration sur le pouvoir politique. Songez que, outre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, Jean-Pierre Fourcade et de l'École nationale d'administration, Michel Poniatowski, enfin j'en oublie, Jean-Pierre Soisson, et que dans les cabinets ministériels, pour l'essentiel, ce sont des élèves de l'École nationale d'administration. Le problème n'est pas qu'ils le soient, mais qu'ils exercent ainsi ce monopole par une compétence qui est davantage un art de faire qu'une connaissance véritable. Votre pensée politique, vous l'avez révélée dans 2 articles de fond. Réflexion sur l'action politique et Demain. Nous en avons extrait les thèmes principaux. Tout d'abord, vous réaffirmez la primauté incontestable de l'homme et de sa liberté. Les hommes sont la seule raison qui vaille. La seule société humaine est celle qui permet aux hommes de se savoir des hommes libres. Puis, vous condamnez la bureaucratie. La liberté économique et la liberté sociale supposent que la société ne soit pas étouffée dans le carcan de la bureaucratie. L'homme doit être libre dans les moindres détours de sa vie. Le bonheur ne sera que ce que chaque Français saura faire de sa vie, ce que la France permettra à chacun des Français de faire de sa vie. C'est cela la liberté. C'est cela qu'aucun État ne peut imposer, mais que l'État totalitaire peut détruire. L'État lui-même doit évoluer. La politique de réforme structurelle n'est pas une ruse pour prolonger l'existence des structures révolues. Elle est la seule voie de transformation des conditions de vie de tous dans le respect de la liberté de chacun. Mais cette liberté se gagne. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de risque. La société que nous voulons et que nous nous attachons à construire ne saurait être ce que je nommerais brutalement une société hôpital. Dans ce monde difficile, la liberté ne peut être que le synonyme d'effort. Vous condamnez les systèmes.
Il n'existe pas de déterminisme historique et surtout pas de déterminisme de la liberté. Moins d'un siècle après la mort de Marx, les hommes perçoivent que leur existence historique est une suite de défis ambigus et non d'enchaînements préfabriqués. Les sociétés humaines ne sont nullement contraintes par un faux déterminisme historique, d'évoluer vers des formes de plus en plus intenses de vie collective. Et vous concluez par un principe de gouvernement. Condamnation du rêve, primauté à l'imagination. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. Prévoir est le contraire de rêver. Prévoir, c'est ne rien oublier, pour pouvoir imaginer tout.